Le BTP engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur Bâti Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct de Batimat. On est sur le BTP engagé sur Bâti Radio. C'est le 3e jour, j'espère que vous avez la forme. Dites-moi en commentaire si vous êtes sur le salon ou si vous êtes venu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant. Je rêvais de l'interviewer depuis des semaines. Il a finalement cédé à mon invitation. On va parler d'un entrepreneur qui a souhaité créer des logements pour ses salariés, pour faire face aux difficultés de recrutement et puis surtout à réduire la pénibilité et augmenter le confort de ses salariés. Il est Dominique Lamballe, c'est le président du groupe Fenetrea, une très belle entreprise de Bretagne. Et il va également nous parler aujourd'hui de ce qu'il fait en termes d'engagement RSE, d'action pour faire un monde meilleur. Il a même reçu une distinction dont on parlera tout à l'heure. Comment vas-tu, Dominique ? Très bien, je suis très content d'être là ce matin. C'est vrai que ça fait un moment que je devais venir, donc je suis content d'être là. On est exposant aussi sur Batimat, le salon démarre bien, je trouve que le visitorat est de qualité, l'organisation aussi, voilà, vraiment bravo l'organisation Batimat, parce que ça reste quand même le mondial du bâtiment, un grand salon, il faut embarquer tout le monde, à la fois les exposants, à la fois les visiteurs. Je trouve que l'édition de cette année est plutôt réussie. Un excellent cru. Oui, ouais, après on est à la moitié, hein, il nous reste l'autre moitié à faire, mais bon, pour l'instant, à mi-parcours, en fait, on peut plutôt saluer l'organisation de Batimat. Bravo à eux et puis merci à eux de nous permettre de faire cette émission pour mettre en avant les initiatives des acteurs du BTP qui contribuent à faire un monde meilleur. Dominique, est-ce que tu peux te présenter Fenetrea ? Oui, donc Dominique Lamballe, voilà, je suis le patron de Fenetrea, le président en titre et l'actionnaire de Fenetrea. Fenetrea, on est une entreprise familiale, on est une ETI, on est basé en Bretagne, à Baignon, un petit village entre Rennes et Vannes. Notre métier à nous, c'est de fabriquer des fenêtres, des portes et des volets à destination des pros. Hein, on est 100% B2B. Et l'entreprise existe depuis 30 ans, on a fêté nos 30 ans l'année dernière et moi j'ai repris l'entreprise il y a plus de 20 ans. Ok, très bien. Peut-être juste 2-3 indicateurs. On fait 88 millions d'euros de chiffre d'affaires, on fait plus de 1000 fenêtres par jour, on est 550 collaborateurs. Et particularité peut-être par rapport à tous mes autres collègues, c'est que moi je suis né dans ce village, à Baignon. Mon père était menuisier à Baignon, mon grand-père était menuisier, etc. On a une longue lignée de menuisiers à Baignon. Donc peut-être un menuisier un peu plus grand dans le fond, mais toujours un peu dans la lignée de la famille, dans la commune. Et depuis le début, en fait, notre objectif à nous est de faire de la croissance organique. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait aucune croissance externe, on fait que de la croissance organique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on achète des terrains, on construit des usines, on installe des machines, on embauche des gens, on les forme, voilà, et on essaye de les ancrer sur ce territoire. Et ça depuis bon nombre d'années. Et c'est important de le noter parce qu'aujourd'hui, la tendance des acteurs du marché, c'est plutôt de chercher à concentrer et d'acheter par croissance externe. Vous, c'est une conviction forte que de faire de la croissance organique et de développer les territoires. Voilà, je suis pas convaincu que ce soit le meilleur modèle. Hein. Chacun son modèle. Moi, j'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. Mais en tout cas, c'est mon modèle à moi. Je suis ancré là-dessus. Voilà, mon modèle à moi, c'est de développer la valeur ajoutée au pays. Je suis né dans cette commune. Voilà, je vis pas loin, donc on partage beaucoup de choses avec tous les gens qui y habitent. On se connaît bien depuis longtemps. J'étais à l'école là, etc. Donc voilà, j'y suis fortement attaché et j'ai toujours considéré que ma mission était de développer la valeur ajoutée de ce pays, et plutôt centrée sur la Bretagne pour l'instant. Ben écoute, c'est beau et ça me touche beaucoup étant également en province. Je suis vraiment touché par la démarche. Et tu es tellement convaincu de ça que tu as fait quelque chose qui avait été jamais fait auparavant, du moins dans l'industrie de la menuiserie. Tu as construit des logements pour tes salariés. Oui, alors ils ne sont pas tout à fait construits, mais on a lancé le ça, on va en parler. Mais on a alors peut-être juste pour recontextualiser, parce que Baignon, c'est un petit village. On est dans la Pampa quand même, on est dans la campagne, on est loin de la ville, mais malheureusement, on vit une problématique de logement parce qu'on sent des problématiques de logement sur le littoral, avec les saisonniers, avec Airbnb, Co. Mais nous, on vit, c'est une vraie réalité et c'est assez surprenant parce qu'on est dans la campagne, on est aux bordures de la forêt de Brocéliande.
terme. Mais en fait, Baignon, on est à 36 km de Rennes, donc en fait, on voit que plus Rennes grandit, la métropole de Rennes s'agrandit, bien plus on a des pendulaires, c'est-à-dire des gens qui habitent à Baignon et qui vont travailler à Rennes. Oui. Voilà. On a les entreprises aussi qui sont assez dynamiques. Il y a la nôtre, mais on est d'autres. On est un collectif de chefs d'entreprise. On essaye d'être dynamique sur ce territoire. Donc on crée forcément aussi des besoins. Et on est bordé par les écoles militaires de Saint-Cyr-Couët-Quillan, c'est-à-dire les écoles de formation des officiers de l'armée de terre. Et il y a une dizaine d'années, le général a décidé que les dernières années des promotions doivent habiter sur les communes environnantes. Donc en fait, ça fait 600 élèves qui tous les ans en fait doivent habiter sur les communes environnantes. Donc on rajoute en fait de l'attention au logement, ce qui fait que instantanément dans une petite ville qui fait un village qui fait moins de 2000 habitants, on a 200 demandes de logements non pourvus. Waouh. Ouais, donc c'est assez, là c'est quand même assez contraignant. Donc nous, ce qu'on fait depuis longtemps, c'est que tous les 2 ans, moi j'invite les maires de toutes les communes où habitent nos salariés. Donc on fait une petite réunion, on leur explique, un truc un peu convivial quand même, mais on leur explique un peu nos projets, nos attentes, nos besoins depuis longtemps. Et, en anticipation, pour anticiper. Tout le temps. Et en leur disant, surtout, construisez du logement, parce que nous, on sait qu'il y a de la tension, et on sait que les salariés, quelqu'un qui travaille chez nous, 25 km, c'est à peu près le rayon maxi. C'est-à-dire quand quelqu'un dépasse 25 km, on sait qu'entre la fatigue, le temps, le coût, la voiture coûte quand même de plus en plus cher. Quand le gasoil était à 2 €, c'était un vrai sujet, etc. Donc on sait qu'on va finir par le perdre, même si à l'embauche, il va nous dire « Oui, monsieur Lamballe, pas de souci, je suis motivé, etc. » On sait qu'avec le temps, on risque de le perdre, et nous, entre-temps, on va le former. Donc on n'a pas intérêt de le perdre. Donc quand c'est plus de 25 km, on essaie de se mettre en mouvement pour essayer de le rapprocher, mais on sort toujours à des problématiques de logement chez nous. Même si les communes, il faut quand même leur reconnaître, cherchent toujours à créer lotissement, logement, etc. Donc, parce que moi je considère que c'est leur métier, clairement. Tout à fait. On les pousse tous les 2 ans, nous, à créer des logements, mais on voit que ça suffit pas toujours. Donc si on revient à notre projet, en fait notre projet est lié au fait qu'on va créer une nouvelle usine de fabrication de fenêtres en aluminium. Donc cette nouvelle usine va, au moment de son lancement, va requérir à peu près entre 70 et 100 personnes de plus, sachant que l'entreprise, on est toujours un peu en développement. Alors, cette année, c'est un peu particulier, mais normalement, on est toujours en développement. Donc, on recrute toujours 30 et 40 personnes tous les ans. Donc, sur les 30 et 40 personnes qu'on recrute tous les ans, de toute façon, il faut les loger. Donc, on sait déjà que soit ils habitent sur place et tout va bien, soit ils habitent un peu plus loin et ils veulent se rapprocher. Et là, il va falloir se mettre en mouvement pour pouvoir les loger. Donc, on sait que c'est déjà un sujet sur ces recrutements-là. Alors, quand on doit recruter 100 personnes en plus, là, on sait que la mission est colossale. Il y a une pénurie de 200 logements. C'est ça. Pénurie de logements, pénurie de main-d'œuvre quand même. On est dans un bassin à un taux de chômage inférieur à 5%, donc on est presque au plein emploi. Donc on sait que nous, la montagne, là, et on risque en fait de manquer fortement de main-d'œuvre le jour où on démarrera l'usine. Donc là, il fallait un peu anticiper. Donc j'en avais parlé beaucoup à la commune de Baignon pour leur dire, est-ce que vous ne pouvez pas créer des logements, etc., etc. Ils sont venus vers moi en me disant, Dominique, on n'a pas les moyens. Mais si tu veux, on te met à disposition un terrain. Voilà. Alors je les regardais la première fois qu'ils m'ont proposé ça en disant non, c'est pas possible, chacun son métier. Mais tu veux que je fasse quoi, moi, avec ces terrains ? C'est ça, c'est chacun son métier, c'est votre métier à vous de créer. Moi je dis aux élus, mais avec un vrai discours de bienveillance, c'est à eux de nous montrer le chemin, de nous aider, de tracer la route devant nous. Tracer la route, ça veut dire créer les parcs d'activité, créer les terrains, les conditions, les écoles, toute l'infrastructure. Et nous, notre métier à nous, c'est de créer des usines, le mien au moins, de créer des usines, embaucher des gens et qui après vont faire en sorte de créer de la valeur ajoutée au pays par les enfants, les courses, etc. Tout à fait. Et donc quand la commune l'a proposé la première fois, j'aurais dit non. J'aurais dit non, c'est pas possible. Parce il n'y avait pas un promoteur, ils n'ont pas proposé ça à un promoteur à ce moment-là, il n'y avait pas en plus à ce moment-là, il n'y avait pas la crise actuelle. Il n'y avait pas grand monde d'intéressés en fait dans le fond. Il y avait peut-être pas, il n'y avait pas grand monde d'intéressés. Donc moi, ma première réponse était non parce que sincèrement, pour moi, c'était un peu daté. C'est-à-dire que le créer des logements, c'est-à-dire le sorte de paternalisme de chef d'entreprise qui crée des logements pour ses salariés, je trouve que c'est un peu daté. Je trouve que quand on regarde peut-être 50 ans après les logements, on dit c'est pas terrible. Donc je voulais surtout pas moi rentrer, mais vraiment rentrer dans ce truc-là. Sauf qu'en rediscutant en interne avec
toute l'équipe, on dit ouais mais Dominique, 100 personnes d'un coup en plus, si on n'a pas les logements, on n'y arrivera pas. Voilà. Donc du coup, je suis retourné voir la mairie et je leur ai dit bon ok, je vais m'en occuper. Je gère. Ouais, je vais m'en occuper. Après, c'est un nouveau métier. Et comment ça se passe alors après? Une fois qu'on a dit ça. Ouais, même pas. Une fois qu'on a dit ça, il faut déjà chercher en fait qui peut nous aider pour dessiner en fait l'habitat dedans. Donc déjà les questions que se posent, c'est est-ce qu'on fait des appartements, est-ce qu'on fait des maisons. Alors nous on est à Baignon, hein. Baignon sincèrement, les gens qui habitent à Baignon, ils veulent habiter une maison. Oui, on crée un appartement, on risque d'avoir du mal à les loger, presque à les remplir parce que la volonté des gens, ça reste en campagne des maisons. Alors on verra dans les années qui viennent, mais pour l'instant ça reste une forte motivation. Donc c'était créer des maisons, mais comment faire à partir d'un terrain qui fait 13 000 m². Donc choix d'un cabinet architecte, appel d'offres sur cabinet architecte, appel à projet, beaucoup de travail avec le cabinet architecte pour combien de maisons on peut densifier sur ce terrain-là. Combien de maisons, chaque maison, comment on les fait, quel cahier des charges. Donc on a fait T3, T4, T5. Voilà, quel cahier des charges. On s'est mis, moi je me suis mis à l'intérieur de chaque maison pour regarder la vue qu'on avait, pour essayer de séparer la vue des voisins. Non, on y a passé beaucoup de temps déjà pour définir le plan des maisons. Voilà, donc ça c'était le premier sujet. Et ça, c'est toi qui gères tout seul ou tu as une équipe projet dédiée ou qui fait ça en plus de ses activités? Comment vous êtes structuré? Sincèrement, je suis un peu... ça je l'ai pris tout seul parce que j'ai 3 interactions avec les salariés qu'il faut que j'anticipe. C'est que quand on se lance dans un projet comme ça, c'est un nouveau projet pour nous, il faut faire bien. Moi je me suis mis peut-être un peu de surpression, faut être honnête, mais moi je me suis mis la pression à faire ça bien. 2, je souhaite que on puisse faire un projet avec actionnariat salarié. Donc ça veut dire que les salariés puissent rentrer en tant qu'actionnaires dans ce projet-là, c'est-à-dire être investisseur, actionnaire de ce projet-là. Donc dans le fond, il faut quand même essayer de se tromper. Je ne vais pas entraîner mes salariés dans un projet. Et puis je vais les rencontrer 2 fois parce qu'ils vont être locataires et ils vont être acquéreurs des maisons. Donc de toute façon, j'ai une forme de pression depuis le début qui est de dire par rapport à ce projet-là, il faut que ce soit bien. Ok. On en est où maintenant? Donc le projet est terminé sur plan. Donc on a fini tous les cahiers des charges des maisons. Maintenant la viabilisation a démarré. Donc là il y a une vingtaine de personnes qui sont instantanément sur la viabilisation, c'est-à-dire préparer en fait à la fois toutes les concessions, ramener toutes les énergies, tracer les routes, tracer les chemins, borner le terrain. Donc ça c'est fait. Il y a à peu près une vingtaine de personnes qui travaillent dessus. Donc ça, c'est un beau chantier pour Baignon. On devrait pouvoir... Donc là, financièrement, est-ce que vous allez louer les maisons, donc c'est vous qui financez alors c'est pas exactement Fenetrea. Le modèle économique de tout le ça. modèle... T'as créé une société. Exactement. Donc le projet s'appelle Horizon Brocéliande, parce qu'en fait du terrain on voit Brocéliande, donc on a fait le marketing de base, mais ça sonne quand même pas mal. Ça sonne pas mal. Donc le projet s'appelle Horizon Brocéliande, donc c'est une structure juridique. Au début on pensait créer une SCPI, mais ça va pas l'être, parce que beaucoup de règles, on rentre dans la partie législative là, et la partie loi, et même si ça doit être de plus en plus simple, j'ai pas l'impression, donc c'est un peu plus compliqué. Donc on va faire une société assez simple qui est en dehors de Fenetrea, parce que si Fenetrea louait un salarié, c'est avantage en nature. Donc donc c'est un vrai sujet. Donc on va créer une structure à part, qui s'appelle Horizon Brocéliande, qui là va se créer dans le mois qui vient à peu près. On est en train de finaliser la partie structuration juridique. On fera l'appel au capital des salariés, Et moi j'ai l'engagement par rapport à tous les salariés, c'est de dire je rentre exactement comme vous en termes d'actionnariat. C'est-à-dire que il n'y a pas de plus-value, je ne serai pas rémunéré pour ce projet-là. Donc les gens me font plutôt confiance. Donc ils sont plutôt, mais bon, ici quand on fait confiance, faut la mériter en fait, entre guillemets. C'est pour ça que je me suis mis un peu la pression sur ce sujet-là. Donc là, la structure va se créer dans le mois qui vient, à peu près. Ok. Très bien. Après, si on suit le planning, le terrassement devrait se terminer vers le 15 décembre de cette année. Et après, on lance, donc c'est 41 maisons, donc on lance les 41 permis de construire, donc qui vont
être délivré. Alors on a fait un peu de préinstruction, mais être délivré, je sais pas, mars peut-être. Après on fait la purge et après on démarre les travaux. Donc on a décidé de le faire en 3 fois, en 3 tranches. Une première tranche de 12 maisons, là, ce qu'on appelle le LOA, qui va être, elle, lancée instantanément. Voilà, donc ça nous permet d'avoir déjà 12 maisons à louer. Et après, eux, tu as déjà les locataires, ils ont déjà... Oui, on a déjà des gens qui sont signalés au sein de l'entreprise. Moi, je les vois, on vit dans le même environnement. Alors, donc, Dominique, c'est ça. Là. Donc, moi, je leur dis, attendez, il faut parce qu'il ne faut pas qu'on parte trop tôt en communication, même si c'est un projet qui a été fortement médiatisé. Il ne faut pas qu'on parte trop tôt. Il faut qu'on soit au bon moment, au bon rendez-vous avec les gens. C'est-à-dire leur dire, les maisons sont disponibles. Ça va être sans doute mars 2026. Voilà, donc mars 2026, les maisons seront disponibles. Donc il y a la maison 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 12. Voilà. Après, une fois qu'on a fait celle-là, on va construire les 12 suivantes. Et après, il nous reste 17. Et les 17, je vais les caler au planning de démarrage de l'usine. Parce que, pour la petite histoire, c'est quand même la motivation reste d'avoir les maisons pour le planning de l'usine. Donc si je ne fais pas attention, je risque d'avoir des locataires avant et de démarrer l'usine et puis avoir de maison. Donc je garde de façon très autocratique les 17 maisons. Le lancement des 17 maisons, je la lance exactement en même temps que l'usine, le lancement de l'usine. Comme ça, je suis sûr d'avoir ces maisons-là quand on aura besoin de recruter pour la nouvelle usine. Et lui qui est prévu pour quand ? La nouvelle usine, alors on a fini, d'abord, on construit une usine dans un bois. Donc c'est un vrai sujet. Je veux dire, voilà, on est passé projet stratégique pour la Bretagne, etc. On est obligé de motiver en termes de RSE, mais de bilan carbone, de bilan complet de l'entreprise. On a fait une grosse étude d'impact. Qui dit projet dit impact. Usine dans un bois, c'est quand même compliqué. Donc l'impact est mieux. Donc l'État était plutôt à dire, bon voilà, prouvez-nous vraiment qu'il y a une motivation et un réel gain économique et carbone et écologique de l'opération. On l'a prouvé, donc on a un vrai bilan qui a été fait par rapport à ça. Donc du coup, ils ont validé le projet. Donc du coup, on est passé en étude environnementale. Étude environnementale qui doit être de plus en plus simple et qui est de plus en plus compliquée parce qu'une étude entraîne une étude. On voit qu'on fait une étude, je ne sais pas, par exemple pour les oiseaux, on voit un scarabée, il faut lancer une étude pour un scarabée qui voit une grenouille, etc. Donc, et ça, ces études-là sont maintenant terminées. Donc là, maintenant, on connaît l'impact. Tout projet a un impact, dans le fond. Et là, on est en train de travailler les mesures de compensation de l'impact qui devraient être terminées, on espère, je sais pas, dans un mois à peu près. Voilà. Et là, après, on va pouvoir lancer cette fois-ci enquête publique, permis de construire de l'usine. Donc, on prévoit un démarrage de l'usine, des travaux dans un an. Dans un an, on pense que ce sera démarré. Oui, ça approche. Oui, ça approche. Et après, une durée de travaux, une usine, combien ça Une usine, c'est un an pour faire le bâtiment, la structure, en fait, la cox, voilà, c'est assez classique. En fait, ça, on a 50 000 m² d'usine, donc on connaît bien nos cahiers des charges. Donc ça se passe pas mal. Et ensuite, toute la partie installation de machines. Et aussi, alors là, le plus gros sujet, ça va être la formation des gens, parce que c'est une usine très productive pour fabriquer des fenêtres alu à très grande vitesse. En fait, dans le fond, on va essayer d'en faire une usine de référence en termes d'automatisation et de robotisation sur le secteur européen. Donc une fois qu'on a dit ça, ça met quand même un peu la pression en termes de cahier des charges. Donc du coup, il faudra la faire tourner et il faut des gens quand même pour la faire tourner, même si on n'a plus besoin d'opérateurs. C'est pas un fonctionnement en îlot, c'est-à-dire en fait on ne transfère pas, c'est un fonctionnement en ligne, mais on aura quand même besoin de gens. Et là, il va falloir les former. C'est des usines comme ça, très automatisées, à pilotage très informatisé. Il y a beaucoup de formations, il ne faut pas sous-estimer ça, parce que souvent on est un peu pressé à dire il faut démarrer l'usine, et on sous-estime un peu le temps qu'il faut aux opérateurs ou à l'ensemble de l'équipe de bien dominer des usines de ce type-là. Très bien. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées par rapport à ce projet ? Parce que là, tu en parles, on dirait que ça s'est passé, mais comme une lettre à la poste, tu t'es réveillé, le lendemain tu t'es dit j'y vais, et puis voilà, j'imagine qu'il y a eu quelques difficultés sur le chemin quand même. Non, évidemment. Mais même moi, c'est questionnant quand même comme projet. Donc tous mes collègues, chefs d'entreprise, je me fais un peu chambrer pour le moment. Et c'est assez questionnant parce que les journées qui font 24 heures. Donc déjà, je suis entrepreneur, des fois multi-entrepreneur, voilà, pas mal de développement à côté. Donc les journées qui font 24 heures, c'est un vrai projet quand même. C'est un nouveau métier, devenir lotisseur, constructeur, promoteur, bailleur. Donc c'est beaucoup de lois absorbées, d'un nouveau métier. On veut faire les choses bien aussi pour les salariés, parce que moi j'ai une forme d'exigence, c'est que si mes salariés sont pas contents en tant que locataires, ils veulent pas acquérir les maisons, j'aurais échoué. Donc faut vraiment, là il y a une forme de pression qui est là. C'est une forme de pression en plus
de la pression d'entreprise, parce que Fenetrea, ça fait quand même 550 personnes. Voilà. Donc, voilà, mais c'est mon naturel à moi. Voilà, dans mon naturel à moi, c'est à partir du moment où c'est difficile, ça me motive. Voilà, je faisais beaucoup de boxe avant, voilà, et en boxe, on disait, voilà, choisis ton adversaire, choisis le meilleur, parce qu'au moins c'est là que tu vas progresser. Donc ça a toujours été une formule que je me suis appliquée. Ah, c'est beau. Et en termes vous êtes une entreprise très engagée, très active sur des chantiers à chaque fois assez énormes. Comment vous êtes structuré au niveau RSE, toutes les actions à impact que vous avez dans l'entreprise? Est-ce que vous lancez projet, par conviction, ou est-ce que vous avez structuré la démarche en interne? Alors j'ai envie de dire les deux, mon capitaine, mais parce qu'à la fois on a une démarche structurée, qu'on a structurée dans une politique RSE depuis 2-3 ans, où là vraiment on a une structuration de démarche avec une personne qui en est responsable, pas que de ça, mais voilà, qui s'occupe d'une dimension, de la dimension RSE, et ensuite on agit beaucoup en fonction des projets. Par exemple, autre projet qui était dans une dimension RSE, qui était le démantèlement des menuiseries fin de vie avec Menrec, qui est un projet un peu collaboratif qu'on a créé avec mon collègue d'Atlantem, Rio Glass et Boilet. Donc là, c'est pareil, à partir du moment où on décide de le faire, de monter un démantèlement de fenêtres de façon industrielle, comme nous on était industriel de la fenêtre, voilà, c'est un projet qui va lui demander, qui sort un peu du cadre de notre méthode RSE, on va revenir dessus, mais qui sort un peu du cadre. Le logement sort du cadre. Je sais pas, on a beaucoup aidé, Frédéric en a parlé, les Ukrainiens aussi, pour faire des collectes. Tout à fait. Ça sort du cadre. Il était venu au micro du BTP Engagé. Mais ça sort du cadre aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui sortent du cadre. Voilà, donc on a un cadre de définition avec un objectif assez clair. Nous, c'est d'être neutre en carbone 2040. Donc c'est voilà. Et quand on dit neutre en carbone, aujourd'hui c'est 34 000 tonnes Fenetrea. Donc neutre en carbone. Il va falloir à la fois réduire et ensuite compenser. Donc nous, on est dans cette phase de réduction. Donc notre objectif à nous, c'est la réduction. Et après, il faudra le solde, parce que voilà, il y aura toujours un solde. Cette fois-ci, il faudra le compenser. Donc on est à la fois en méthode et à la fois on est en projet. De plus en plus, on parle de contribution. Oui, c'est vrai. On parle plus de compensation. Mais moi, je suis peut-être ancienne école. Hein. Je suis peut-être ancienne école. Top. Et donc, pour atteindre cette neutralité, tu m'as dit que tu penses que tu peux descendre jusqu'à combien par rapport à aujourd'hui? Alors, nous aujourd'hui, 85% de notre bilan carbone est lié aux produits entrants. C'est-à-dire que 15% est le solde, c'est-à-dire fabrication, salariés et transport jusqu'à nos clients. Et donc, quand on regarde notre bilan carbone, on est en méthode ADEME. Donc là, on a stabilisé les méthodes aussi, parce que pendant un moment de temps, il y avait un petit peu de débat sur les méthodes. Donc là, on a stabilisé les méthodes. Donc nous, on reste sur cette méthode-là, et il faut qu'on agisse grandement avec nos fournisseurs pour réduire le carbone. Donc tous les 6 mois, en termes de méthode, tous nos grands fournisseurs, on a une revue, et dans cette revue-là, on parle de carbone, on leur demande leur bilan à eux, qu'on incorpore de plus en plus dans le nôtre, voilà, parce que 85%, si on ne s'occupe pas de ce sujet-là, on n'y arrivera pas. Et en fait, c'est pour ça qu'on a créé Menrec, parce qu'on sait bien qu'une des voies de décarbonation vitesse grand V de tous nos fournisseurs, c'est-à-dire des profilés alu, des profilés PVC, de la quincaillerie, du vitrage, etc., c'est d'incorporer des fenêtres en fin de vie, c'est-à-dire c'est de faire en sorte qu'une fenêtre neuve ne soit plus que de la matière neuve, mais que on se serve des fenêtres en fin de vie qui étaient plutôt enfouies, et qu'on change de regard en se disant c'est plus un déchet, ça sert à régénérer en fait des fenêtres. Donc on s'était fixé un objectif, nous, de 40%. 40% de toutes les matières. Et là, les fournisseurs nous avaient dit « Ouais, mais t'es gentil, Dominique, tu peux nous demander de la matière en fin de vie, mais comment on fait pour la collecter ?» Et c'est là, en fait, que l'idée Menrec, du collectif Menrec s'est mise en place, qui est de dire il faut aller plus loin, il faut essayer de changer le monde. À notre attention, avec beaucoup d'humilité dans toutes les politiques, mais en se lançant un grand projet de récupération de menuiseries en fin de vie, de boucles fermées dessus, et de façon à se dire on commence à changer un peu le regard d'une profession, on commence à changer aussi les pratiques. Et changer les pratiques, ça demande du temps, c'est pas toujours simple. Mais aujourd'hui, Menrec, c'est une société qui fonctionne plutôt bien. Hein. Je veux dire, les tonnages démantelés doublent tous les ans, donc c'est plutôt pas mal. Ok. Et donc, donc en termes d'impact carbone, donc tu penses que tu peux le réduire de moitié, c'est ça, avec toutes les actions? Nous, on faisait un bilan carbone tous les 4 ans. Et en fait, on s'est rendu compte que ça, c'est un peu long. C'est un peu long. Donc maintenant, on fait tous les 2 ans. Et en fait, quand on regarde, on a fait l'année dernière, le dernier, on a descendu de 10% par rapport à 2021. Alors 10%, c'est bien, mais les premiers, sincèrement, on est descendu beaucoup. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont de bon sens, qui fait que quand on a un œil dessus, ça se pense très bien. Une fois qu'on a mis les choses de bon sens en place,
sur la partie carbone, on rentre, là on commence à talonner un peu, donc on voit que là on a gagné que 10%, nos objectifs étaient un peu plus ambitieux. Ouais. Donc là on s'est remis la pression pour dire le bilan 2025, là il faut qu'on aille plus loin, donc on a lancé un certain nombre d'actions pour se décarboner. Alors décarboner, c'est action avec nos fournisseurs, action en interne, nous, sobriété, voilà. Chez nous par exemple il fait froid, dans les bureaux c'est pas plus de 19. Donc le soir, sincèrement, moi qui travaille assez tard le soir, des fois content d'entrer dans sa voiture et mettre le chauffage. Et voilà, donc sobriété à tous les niveaux de l'entreprise. Et après, on fait des investissements tous les ans. On fait entre 300 et 500 000 euros d'investissement que nous on flèche sur la sobriété énergétique. Okay. Alors voilà, des investissements, ça peut être l'isolation. Par exemple, l'année dernière, on a beaucoup travaillé sur la perméabilité à l'air des outils. Parce qu'en fait, quand on compense, il faut que l'outil soit étanche. Les bâtiments industriels sont des grands, ça fait 50 000 m², c'est presque un bâtiment, je ne sais pas combien ça fait, mais ça doit être à peu près cette ampleur-là. Donc, travailler la perméabilité à l'air, c'est améliorer en fait l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc, on a lancé un grand chantier. Au début, on y croyait que moyennement, mais en fait, c'est ultra efficace. Ok, génial. Bon, et le résultat de tout ça, c'est quoi ? Il y a une distinction, l'ordre national, la médaille de l'ordre national du mérite. Oui, alors c'est pas juste pour sourire. Oui, j'ai reçu, donc je suis chevalier de l'ordre national du mérite, c'est-à-dire j'ai reçu au titre de l'économie, donc c'est assez rare, c'est plutôt au titre soit de militaire, gendarme, enfin plutôt au titre de l'aide aux personnes. Donc il y a assez peu d'alus au titre de l'économie. J'étais plutôt fier en fait en disant quand mon pays reconnaît quelque part une forme de mérite, voilà, pourquoi pas. Donc je l'ai reçu et j'étais plutôt très fier que le pays reconnaisse une forme de mérite en fait. Ah, c'est beau. Et ensuite tu le sens aussi à quel niveau tout cet engagement ça vous aide ? Est-ce que ça vous aide au niveau des clients ? Est-ce que ça vous aide au niveau du recrutement ? Parce que moi j'ai à cœur de démontrer que toutes ces actions, on les fait par conviction, mais elles ont un vrai impact et il faut qu'on le fasse pour l'impact pour l'environnement, mais aussi pour les entreprises économiques, RH. Quel est l'impact de toutes ces actions ? Le plus gros impact, je trouve que c'est pour les salariés. C'est pour embarquer l'équipe dans un projet. Et en fait, on embarque l'équipe dans un projet parce que nous, on recrute tout le temps. Donc, on a besoin d'embarquer les gens. À la fois, on a besoin que les gens ne nous quittent pas. Donc, il faut leur expliquer, même si on peut considérer qu'ils sont ancrés. Mais bon, quand même, il faut leur expliquer. À la fois, les nouveaux sont plus sensibles à ces sujets-là. Les jeunes, par exemple. La génération Z, dont on parle beaucoup. Mais voilà, ils sont assez sensibles à ces projets-là. Donc, c'est les embarquer dans un projet, c'est aussi les embarquer dans un projet où on pense à l'avenir. C'est-à-dire on se dit, on a peut-être consommé beaucoup dans les années passées, maintenant il faut qu'on soit un peu plus sobre par rapport à ça. Des techniques existent, il faut juste dépenser de l'énergie, un peu d'argent quand même, mais dépenser de l'énergie pour y arriver, être volontaire, être engagé. Nous on dit engagé et responsable, c'est vraiment notre leitmotiv dans Nortenbach employeur, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire engagé et responsable pour demain, mais pour aussi nos clients, nos salariés, notre territoire, l'environnement, etc. Donc on développe une forme de communication là-dessus, on embarque les gens. Voilà, donc l'année prochaine, on fera la semaine de la RSE. On a fait la semaine de la qualité, là, il y a 3 semaines, on a fait la semaine de la qualité, c'est-à-dire c'est un grand événement d'entreprise. On a fait la semaine de la sécurité, et on va faire la semaine de la RSE l'année prochaine. Pour continuer d'embarquer. Pour continuer d'embarquer, de communiquer, d'expliquer. On fait beaucoup d'explications dessus, nous. On a un réseau social, on a toute une branche de ce réseau qui est dédiée à la RSE. Donc on fait beaucoup de communication, mais dans tous les cas, faut répéter. C'est comme toute entreprise, il faut quand même répéter, entraîner les équipes, réaligner aussi le discours avec les actes. Parce qu'on peut engager l'entreprise dans une démarche RSE, mais sincèrement, il faut en être convaincu, parce que s'il commence à dire vous avez vu le boss, lui il s'en fout, donc là ça va pas marcher non plus. Il faut l'incarner tous les jours. Voilà. C'était Dominique Lamballe, président de Fenestrea, qui est venu nous partager toutes ces initiatives. J'espère qu'il vous a inspiré à vous aussi mener certains chantiers dans votre entreprise. En tout cas, moi, c'est le cas. Même si je suis déjà engagé, il me donne envie de faire encore plus, parce que je suis convaincu que plus on s'y mettra tous et plus on fera un monde meilleur. Merci beaucoup, Dominique, d'être venu. Est-ce que tu peux nous dire, avant de terminer, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Batimat ? On est Hall 4, on est dans le Hall 4, dans l'allée presque centrale. Donc vous êtes tous les bienvenus. Super, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Le BTP Engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction.
présenté par Jean-Bernard Mellet sur Bâti Radio.